Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du Scarabée d'Or aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Idoya et il contient 44 cartes pour cheminer, ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient, voilà, pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en 4 grands thèmes, avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer, je l'espère, pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestrémé et vous pouvez dès à présent retrouver l'Oracle du Scarabée d'Or qui est publié aux éditions Erol chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose, ma santé au naturel. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste et auteur, formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Je vous propose de découvrir en pratique des solutions phyto et naturelles pour notre santé au quotidien. C'est parti! Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui c'est parti, nous allons parler des solutions naturelles concernant la sphère ORL, les problèmes respiratoires, mal de gorge, la toux, le rhume, les otites, sinus bouché, les bronches encombrées. C'est d'actualité, je suis ravie d'accueillir pour ce nouvel épisode le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour docteur. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour à tous, alors on se retrouve, je suis absolument ravie, ces épisodes me passionnent tellement qu'au lieu de faire des épisodes courts, je n'arrive pas à les faire très courts, mais là on va essayer d'être synthétique et je vais essayer de veiller au temps. Alors, quels sont les différents mots de la sphère ORL et respiratoire? J'en ai nommé certains, est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais pu oublier en introduction? Non, je pense que le tour est fait, hein. On est un peu dans tous ces inconvénients qui nous prennent la tête, on va dire, entre guillemets. C'est exactement ça. Alors, j'avais une question, est-ce que les problèmes respiratoires sont-ils forcément des conséquences de tout ce qui vient d'en haut, plutôt de la sphère ORL, c'est-à-dire tout ce qui descend dans les bronches, les poumons, la gorge, etc. Non, les poumons fabriquent aussi des sécrétions et parfois elles se noient dans leurs propres sécrétions. Oui, d'accord. Donc elles peuvent être distinctes. Alors, il faut distinguer aussi tout ce qui est infectieux des virus? Non, parce qu'en fait, c'est le bouillon de culture qu'on produit qui permet l'arrivée d'une infection et que celle-ci soit virale ou bactérienne. Le terrain de base est le même. C'est simplement l'agent causant qui va être différent. D'accord. Comme ça, pour clarifier. Quand on a déjà, pour commencer, il y a le coup de froid qui arrive, on se sent un peu fébrile. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Là, je sais que vous avez quelques petits remèdes un peu d'urgence et un peu miracle, je dois dire, pour les avoir testés d'ailleurs sur moi-même. Et oui, la première urgence, quand on a ce coup de froid, là, on se promène en ville et on s'est pris un grain de pluie, comme on dit chez nous, et qu'on sent le froid qui nous envahit, les frissons, la première chose à faire, c'est de s'arrêter dans le premier bar et non pas boire un cognac, mais demander un citron chaud. Et si dans le bar ils ont de la cannelle, on rajoute une cuillère à café de cannelle avec ce citron chaud. Je pense que vous trouverez pas beaucoup de cafés qui refuseront de vous faire un jus de citron dans de l'eau chaude. C'est assez facile à obtenir. Si vous êtes à la maison, on fait bien mieux que ça, hein. Si vous êtes à la maison, vous prenez un citron bio. Il est important qu'il soit bio parce qu'on va le faire cuire avec son écorce. Et vous savez que les pesticides se concentrent énormément dans les essences, donc Dans la peau. sur la peau des agrumes, s'ils sont pas bio, ils sont bourrés de pesticides. Donc vous prenez un citron bio, vous le coupez en deux, vous le mettez dans de l'eau, vous rajoutez avec un bâton de cannelle et vous mettez à peu près l'équivalent d'une tasse et demie d'eau et vous faites bouillir tout ça pendant 5 à 10 minutes. Si en plus vous commencez à être un peu fébrile, vous allez rajouter 3 à 5 clous de girofle en fonction de leur taille et puis on dit une branche de thym, ça peut être une grosse pincée de thym. Ces deux dernières plantes, on les met que si on sent la fièvre, hein. Sinon, si on n'a que le coup de froid et le début des frissons, le citron et la cannelle suffisent. Vous faites bouillir tout ça pendant 5 à 10 minutes et vous allez, à la fin de la cuisson,
écraser le citron avec un presse-purée ou une fourchette tout simplement dans le liquide qui a chauffé, et on va filtrer tout ça et on va boire ça aussi chaud qu'un grog. Donc c'est un grog sans alcool, hein, sans cognac ou sans rhum, et c'est largement suffisant pour se soigner. L'eau chaude ne tue pas les vitamines dans le citron à partir d'une certaine température? Alors l'eau chaude peut tuer les vitamines, mais va vous permettre d'extraire les essences de l'écorce. Et donc le bénéfice sorti, c'est que le citron, ce n'est pas que de la vitamine, c'est du citron. Et vous allez avoir un extrait de citron de très haute concentration, on va dire, et qui compense largement la petite perte de vitamines qu'on aura eu par la chaleur. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de faire effectivement une décoction qui dure 25 minutes, parce que là, effectivement, on n'aurait plus grand-chose. D'accord. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles un peu d'urgence à utiliser dès qu'on sent un peu que ça nous tombe dessus comme ça? Moi, j'aime bien le Ravinzara à utiliser avant même que ça nous tombe dessus en prévention. Mhm. Le Ravinzara et pas le Ravenzara, hein, c'est deux plantes qui sont très Avec proches, un i. avec un i. Le Ravinzara camphorea, qui est une plante de Madagascar et qui est, contrairement à son nom, ne comprend pas de camphre. Donc, on peut aussi l'utiliser chez les enfants, parce que les Très plantes bien. sont interdites chez les enfants, hein, globalement. Donc, le Ravinzara, on peut donc l'utiliser. Et moi, j'aime bien en mettre une goutte sur chaque poignet, venir frotter et venir respirer dans ses poignets. Et aussi en mettre carrément sur les vêtements, autour du cou, pour avoir un peu cette inhalation d'essence tout au long de la journée. C'est bien d'avoir aussi dans la poche un mouchoir imprégné de cette huile essentielle, car dès que vous êtes dans une situation à risque, vous avez rencontré des gens, c'est important de respirer votre mouchoir qui a été imprégné de cette huile essentielle. On peut aussi actuellement là avec le Covid, on porte tous un masque, donc on peut aussi mettre une goutte à l'intérieur du masque, mais là je vous conseille de laisser évaporer un peu avant de mettre le masque tout de suite, parce que là vous allez trouver que c'est un peu difficile à Un supporter. peu puissant, oui. Ouais. Mais donc c'est une plante, c'est pour moi la plante la plus efficace dans l'activité antivirale. Vous avez le sarro aussi qui est intéressant. Vous en avez... Ah, j'adore le sarro, qui vient de Madagascar aussi. Oui, oui, tout à fait. Donc ça Alors, c'est... ça me fait plaisir que vous en parliez parce que c'est assez méconnu, le sarro. Oui, bah, c'est une plante que moi-même je ne connaissais peu jusqu'à il y a 2-3 ans. Hein. Donc c'est une plante que j'ai introduite dans ma pharmacopée. Et j'ai surtout introduit parce qu'on a eu une rupture de Ravinzara à un moment donné. Et donc c'est en parlant avec mes collègues que j'ai pu connaître cette plante, et elle est effectivement très très intéressante aussi dans cette indication-là. Oui, tout à fait. Ah ben, je vous remercie parce que je l'avais utilisée il y a quelques années et elle avait disparu de ma pharmacopée, je l'avais oubliée. Ah, faut la remettre. Alors merci de me remettre le sarro Voilà. voilà, Alors, en ligne de mire, à l'ordre du jour. et voilà, ça c'est des choses qui sont intéressantes à faire. Si je vous déconseille de mettre les huiles essentielles dans votre tisane, parce que vous allez faire des bêtises. Il faut vraiment être professionnel pour faire ça bien. Vous avez par contre des spécialités que le pharmacien peut vous vendre qui contiennent des huiles essentielles, et il vaut mieux prendre ces spécialités-là que de vous amuser à mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur un comprimé neutre ou dans une cuillère à café de miel. Moi, je suis assez opposé à ça en automédication, car vous êtes souvent dans des doses beaucoup, beaucoup trop fortes en huile essentielle. D'accord, donc il faut mieux se pencher vers des complexes qui sont, sinon, comme dirait le docteur Donatini, ça fait un Karcher un peu pour l'estomac. Hein. Voilà, tout à fait. Et puis ça peut être irritant pour les muqueuses, et puis ça peut être trop concentré aussi. Et donc, à force de mésusage, un jour on aura des problèmes de pharmacovigilance, et un jour on va nous interdire la vente des huiles essentielles. Donc, évitez de faire des erreurs, ça évitera qu'on ait à gérer par la suite, faire comprendre à nos décideurs que l'usage il doit être, il doit pas être interdit parce qu'il est fondamental, mais les laboratoires qui vous fabriquent des spécialités prennent ça en compte. Vous savez, moi, en prescription, je parle pour les huiles essentielles qu'on avale, hein, là. Hein. Oui, par voie interne. Voilà, par voie interne. Moi, en prescription, je fais toujours une dilution au 125e, donc je dilue mes huiles essentielles dans un transporteur, le plus souvent alcoolique, à 125 millilitres, et je mets jamais plus de 6 grammes d'huile essentielle, et c'est même exceptionnel quand je mets 6 grammes d'huile essentielle. Si je tourne entre 2 et 3 grammes, c'est important. Et quand vous faites dans une dilution au 125e et que vous prenez 35 gouttes, du mélange, vous prenez à peine un tiers, 2 tiers de gouttes. Donc, c'est vraiment des doses qui sont beaucoup plus fines. Quand vous êtes sur un comprimé neutre, on vous dit une goutte, vous mettez une goutte, et puis comme on a toujours peur qu'elle va tomber, on secoue le flacon, donc il tombe souvent 2-3 gouttes, et donc on est dans des doses qui sont beaucoup plus fortes. D'accord. C'est un peu problématique. Et moi, je suis toujours vigilant quand je fais de l'éducation à la santé naturelle et à l'automédication, l'éducation à cette automédication, à ne pas utiliser
les huiles essentielles brutes comme ça par voie interne. Par D'accord. contre, par voie externe, on peut les utiliser en respiration sur des supports, un mouchoir, tissu, votre écharpe, tout ça. Diffusion. Diffusion. Diffusion, oui. Si vous utilisez un diffuseur, il vaut mieux éviter d'être dans la pièce quand on diffuse. C'est mieux. Ah oui. Oui. Ça dépend si vous faites une diffusion par microparticules avec ces diffuseurs qui vibrent, ou si vous mettez simplement quelques gouttes dans de l'eau. un petit flacon d'eau posé sur le radiateur. C'est pas la même chose. D'accord. Donc si c'est dans de l'eau déjà, c'est déjà dilué, donc là ça va. Voilà, tout à fait. On a moins de problématiques d'irritation. Alors le Ravinzara, par exemple, si vous êtes enrhumé, que vous avez le nez bouché, que vous n'arrivez pas à dormir parce que ça vous vous congestionnez tout de suite, moi je vous invite à mettre une goutte à chaque coin de votre oreiller, et en général vous allez pouvoir bien dormir et bien respirer pendant la nuit. Ah ben génial. Alors justement, c'était cette question, j'allais vous poser sur les sinus bouchés, le nez bouché, quand on a ces problèmes on est complètement congestionné, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on a dit sur l'oreiller, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Je pensais par exemple au cassis typiquement. Oui, alors le cassis pour toutes les infections ORL, quelles qu'elles soient. D'accord. Pas que simplement parce que c'est bouché. Quand c'est bouché, il y a une inflammation en général et il y a l'air ne passe plus parce que les muqueuses sont trop inflammées. Ou alors on peut avoir des sinus qui sont en hypercongestion, et donc l'orifice de drainage du sinus est tellement congestionné qu'il ne peut plus se drainer. Donc dans ces cas-là, l'argile est une très bonne aide en cataplasme externe. Sur le nez. Sur le nez, sur le front, sur les sinus maxillaires. Très bien. Il y a une spécialité, mais je ne sais pas si on peut donner des noms de spécialités. Tout à fait. On peut ? Oui. Donc il y a une spécialité qui s'appelle Escargil. Très bien. Ou Argilea, c'est le même produit. C'est une question de volume qui distingue ce produit-là. C'est un mélange d'argile, d'huile essentielle de lavande, de romarin et de girofle et d'aloe vera. C'est un produit que j'ai beaucoup utilisé en plé-cicatrisation, mais que j'utilise aussi beaucoup sur les sinusites, car ça marche énormément bien. En faisant un cataplasme de 20 minutes sur le front, si on le met sur les sinus maxillaires, comme il y a des essences, faut faire attention, ça peut piquer les yeux, donc faut prendre le réflexe de fermer un peu les yeux. Je peux même vous dire que sur des otites, moi ça m'a évité plein de prescriptions d'antibiotiques. Donc sur les otites, on va le mettre sur l'os qu'on a derrière l'oreille, qu'on appelle le rocher, et on fait un cataplasme qu'on laisse là, et ça nous décongestionne tout ça. On laisse combien de temps ce cataplasme? 20 minutes aussi? 20 minutes, tout pareil. Et j'adore cette spécialité parce qu'elle est très intelligente dans sa formulation. On a tout le côté intéressant de l'argile, mais l'argile n'est pas souvent suffisante pour décongestionner les sinus. Et on a un bon mélange fait avec les huiles essentielles et l'aloe vera. Pour vous donner un exemple, j'ai une patiente qui, malheureusement pour elle, avait un cancer multirécidivant et qui était sur une récidive où elle avait une chimiothérapie extrêmement lourde et qu'elle était en nausée, en vomissement permanence. Donc elle pouvait rien absorber. Et elle m'appelle catastrophée en me disant docteur, je suis hyper embêté, j'ai ma poussée de sinusite que j'ai tous les ans et là je peux rien prendre et je souffre le martyre. Et là je lui dis on va mettre simplement ce produit Escargil sur votre front et ça devrait au moins vous soulager. Et elle m'a rappelé après en me disant mais c'est miraculeux parce que sans rien prendre par la bouche, j'ai pu apaiser cette sinusite et pouvoir dormir, passer ma nuit tranquille. Donc voilà, pour dire que moi j'adore ce produit-là qui est complètement d'extraction naturelle et qui est très efficace sur ce type de pathologie. Ah ben ça c'est génial. Alors est-ce qu'on peut passer donc là on a parlé de l'otite, du nez bouché, des sinus. Est-ce qu'on peut descendre maintenant côté gorge? Oui. On a mal à la gorge, on commence à tousser, angine, trachéite, etc. On ne sait pas trop ce que c'est, Covid. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors l'autre jour, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je commençais à avoir un point à la gorge, j'avais attrapé un peu froid, le petit coup de froid. J'ai mis des huiles essentielles par voie externe directement, Ravinzara, directement en massant au niveau de la gorge, là où je sentais qu'il y avait une petite boule qui commençait à se former. En tout cas, le lendemain, je me suis réveillée, il n'y avait plus rien. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Oui, c'est une bonne idée. J'aurais dilué dans une petite huile, par contre. C'est ce que j'ai fait. Elle était déjà diluée dans une petite huile, en effet.
Ok, parfait. C'était un petit complexe. À part la lavande, qui est la seule huile essentielle qu'on peut mettre pure sur la peau, et encore pas chez tout le monde, mais les autres huiles essentielles, faut toujours les diluer dans un transporteur huileux, hein. Ça, c'est bien. Oui. Sur une gorge qui pique, ben, pareil, l'escargile, ça marche très bien. Mais sur une gorge qui pique, au tout début, il y a un oligo-élément qui marche très très bien, qui est le bismuth. J'utilise des granules de bismuth d'emblée sur chaque début de maux de gorge, Quel qu'il soit. quel qu'il soit. Oui. Oui. Souvent, quand on est habitué, on fait une seule ampoule suffit, on enraye les choses. Oh, c'est génial. Quand on n'est pas habitué, quand l'organisme n'est pas éduqué à ça, parfois il faut un traitement la première fois, il faut souvent un traitement de 5 à 8 jours à 2 ampoules par jour. Mais voilà, c'est à force d'éduquer l'organisme, on lui apporte une ampoule de bismuth, et en général, on enraye tout de suite ce genre de douleur. Il y a 2 plantes intéressantes, il y en a plusieurs, hein, mais il y a 2 plantes que je retiens, qui est la ronce, c'est même la plante maîtresse, on va dire, de toutes les infections ORL et en particulier des maux de gorge. La vigne rouge est intéressante pour les maux de gorge. Ah, on l'utilise comment, la ronce, là, et la vigne rouge? Infusion, là, on va faire des infusions. D'accord. Voilà. On peut aussi mettre de la mauve qui va être très adoucissante des muqueuses, balsamique, comme on disait autrefois. On peut faire un mélange ronce-mauve, par exemple, c'est très bien. On a l'amandier, que j'utilise beaucoup en gémothérapie dans ces problèmes de gorge. L'amandier et la vigne rouge en gémothérapie sont bienvenus aussi. Effectivement, un maux de gorge qui traîne, il faut pas hésiter à voir le médecin, hein, parce que des fois, il y a de mauvaises angines qui peuvent entraîner des problèmes graves. Donc, il faut quand même aller consulter. Streptocoque. Voilà, bêta-hémolytique. Ça qui peuvent entraîner des problèmes auto-immuns par la suite, mais en même temps, ça apparaît pas, ces problèmes auto-immuns n'apparaissent pas tout de suite. Donc, il faut vraiment, sur une angine qui traîne, aller voir le médecin. Ça peut être aussi une mononucléose, qui est donc une autre angine, et qui parfois est diagnostiquée parce qu'on a prescrit des antibiotiques type pénicilline dessus, et que ça entraîne une grande réaction cutanée. C'est pas une allergie, c'est simplement une réponse de la mononucléose à la pénicilline. Donc, souvent, on fait le diagnostic comme ça, par prescription d'antibiotiques sur une angine. Voilà. Donc ça, il faut effectivement voir un médecin parce que voilà, on peut pas tout traiter soi-même, et de toute façon, il faut aller voir un avis quand ça nous échappe. Mais si on règle les choses en 2 jours, il n'y a pas besoin d'aller voir le médecin. Propolis, par exemple, en spray comme ça dans la gorge, ou même en teinture mère, ça peut être pas mal. J'adore la propolis parce que ça a un côté anesthésiant, et ça marche très très bien. Par contre, je déconseille fortement de le prendre avant le repas, surtout quand on prend un peu d'âge, parce que ça favorise les fausses routes. Donc la propolis se prendra toujours à distance des repas. D'accord. Si on la met en spray, si on la prend en teinture mère, ça va. Ben, l'intérêt de la propolis, c'est d'avoir une action locale, hein, surtout. D'accord. Oui, pour le mal de gorge. Oui. Donc non, mais je repensais à notre système immunitaire. Je me disais, c'est bien, elle va bien pour tout, la propolis. Ah oui, bien sûr, ça c'est pas un problème de l'avaler. Au contraire, c'est que bénéfique. Il faut bien comprendre que dans les infections ORL, au niveau du terrain, c'est surtout un problème du pancréas. Si vous avez une congestion de la sphère ORL, c'est parce que vous avez un pancréas qui le plus souvent est en sursollicitation. D'accord. Donc là, il faut l'alléger au niveau alimentaire. Voilà. Comme il est en sursollicitation, il entraîne une sursollicitation du parasympathique. Je vous parle souvent du système neurovégétatif, hein, Anne. Oui. Et le parasympathique, c'est lui qui gère le tonus de base de l'organisme, c'est lui qui gère l'état congestif au niveau tissulaire, parce que c'est le système nerveux qui permet la nutrition de notre tissu. Donc c'est lui qui nous permet d'absorber le monde, on va dire, qu'il soit physique ou psychique, parce que il va gérer le fonctionnement de notre système digestif, mais également il va gérer une bonne partie de nos nuits. Et donc la digestion psychique, c'est la nuit. Voilà, ce parasympathique, au niveau physique, il va être très sollicité par le pancréas, qui ce pancréas doit faire un gros travail, a besoin d'une montée de tonus du parasympathique. Et le parasympathique va augmenter l'état congestif de la sphère ORL et pulmonaire. Et comme on a plus de congestion, on fabrique une sorte de bouillon de culture dans lequel peut s'installer facilement un germe, que ce soit une bactérie ou un virus. Souvent un virus en premier suivi d'une bactérie. Souvent on a cette cascade-là. Mais on peut avoir une bactérie d'emblée. Et plus ce bouillon de culture est favorable au développement infectieux, et plus on aura une inflammation qui va s'installer, puis une infection. Et tout ça, ça va booster toute la réponse immunitaire. Donc on a besoin de cette mécanique-là. Pour autant, quand elle est physiologique, eh bien, elle est à peine perceptible. On peut avoir une congestion, une inflammation, un début d'infection,
notre réponse immunitaire et nous, on s'est rendu compte de rien. À la limite, par hasard, on vous fait une prise de sang, puis tiens, on voit que il y a des petits mouvements dans les globules blancs qui montrent que vous étiez en lutte contre quelque chose. Et si on vous pose la question, vous dites, oh ouais, je sais pas. Bon, peut-être que le jour de la prise de sang, j'étais un peu fatigué, c'est tout. Et le plus souvent, ça passe inaperçu. Quand c'est manifeste, c'est qu'on est dans un déséquilibre fonctionnel, et très souvent, ce déséquilibre fonctionnel qui met le feu, on va dire, à ces petites infections de l'hiver, eh bien, c'est souvent notre pancréas. Et donc, on devrait faire beaucoup d'éducation à la population, surtout dans cette période de Covid, parce qu'il est aussi impliqué. Et à mon avis, c'est un non-sens de laisser ouverts les restaurants de malbouffe sous prétexte qu'ils vendent de la vente à emporter. Et ils aggravent les terrains et favorisent les infections, alors qu'on devrait laisser ouvert la bonne restauration de qualité qui est saine, qui, elle, ne va pas aggraver le fonctionnement du pancréas et ne va pas aggraver votre fragilité au virus. Mais ça fait partie aussi des incohérences de nos décisions actuelles. Absolument. Alors peut-être qu'on peut, donc on allège l'alimentation, on évite peut-être tout ce qui est gras, sucré, enfin ça on sait un peu les grandes règles. Nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, même maintenant, faut parler comme ça, quand il y avait des maladies dans une famille, elles mettaient tout le monde à la diète et au bouillon. Hein. Au bouillon, oui, c'est ça. Un bouillon de légumes, et puis on mangeait rien d'autre. Et c'était idéal parce qu'avec ça, 1, on s'hydratait, 2, on avait les minéraux, 3, on mettait le pancréas et le foie au repos. Parfait. Donc, et donc, on donnait toute l'énergie à notre organisme pour qu'il puisse lutter contre le germe qui était en train de l'agresser. Alors peut-être qu'en parallèle de ça, on peut quand même soutenir le pancréas avec peut-être une tisane ou des plantes particulières en parallèle. Alors la ronce, c'est une plante qui soutient le pancréas. D'accord. Il y a une autre plante majeure qui est l'aigre moine. Oui, je connais. Grâce à vous. Très bien. Elle est très bonne en plus. Voilà, elle est bonne, elle est sympa. Et c'est la plante du moment parce que pour moi, c'est la plante la plus intéressante pour ces infections hivernales. Ouais, elle est méconnue, hein. Elle est assez méconnue, pourtant c'est une des plus antigrippales au sens large. Hein, quand on dit antigrippale, antivirale, on devrait plutôt dire. Et donc dans l'actualité du moment, c'est une plante que je prescris beaucoup. Et elle est très digestive, elle régule beaucoup de choses au niveau du transit. D'ailleurs, plein de patients me le disent, alors que je leur donne ça pour une semaine, 15 jours sur un petit épisode infectieux. Et en fait, on a régulé pas mal de choses au niveau de leur transit, alors que c'était pas la vision première. Donc, c'est vraiment ce rôle fort sur le pancréas qui est intéressant. Et puis, toute cette action propre antivirale de cette plante qui est très, très bénéfique dans ce contexte-là. Très bien. Et là, vous pouvez boire en phase aiguë, vous pouvez boire 1 litre de tisane par jour avec une cuillère à soupe bombée pour une infusion de 12 minutes. Et sinon, une simple boule à thé dans une tasse qu'on laisse infuser également 12 minutes, qu'on peut boire après le repas du midi, peut vous protéger lorsque autour de vous, tout le monde est un peu malade. Parfait. Dans une eau à 80-90 degrés. Voilà, tout à fait. D'accord. Uniquement. Alors, puisqu'on est sur la gorge, parlons de ces fameuses toux. Alors, les fameuses toux sèches ou grasses. Les toux qui parfois sont sèches se transforment ensuite en toux grasses. Qu'est-ce qu'on fait? Ces toux irritantes de nuit, très pénibles. Quand vous avez une toux grasse, vous expectorez des crachats qui sont des sérosités produites par les bronches et qui ont englué les polluants et les germes qui vous agressent. Donc ces crachats, il faut les cracher. C'est là ça a son effet. C'est là pour expectorer, effectivement. Voilà, on est dans un drainage. Donc les femmes ont du mal à cracher, c'est culturel. Mais il faut cracher alors correctement. On va pas cracher n'importe où. Hein. On prend discrètement son Kleenex et on crache dedans. Mais il faut surtout pas garder les crachats et les ravaler. En plus, ces mucus sont très très difficiles à digérer pour l'estomac, donc ça alourdit le travail digestif. C'est pas une bonne idée. D'accord. Si vous avez une toux grasse, elle est là pour avoir un effet thérapeutique, et donc il faut pas aller détruire et arrêter avec des médicaments chimiques cette toux grasse. Si vous avez une toux sèche, elle est souvent liée à une irritation. Voilà. Alors, en fait, moi je dis qu'il faut respecter les toux grasses, qu'il faut apporter du confort dans les toux en général, et à partir du moment où on fait ça, on s'occupe des toux sèches. Oui. Il y a le bouillon blanc qui est une plante extraordinaire pour ces problèmes-là, qu'on peut utiliser en tisane, mais là il faut bien la filtrer parce qu'il y a des petits poils dans le bouillon blanc qui peuvent vous picoter et donc entraîner une toux d'irritation, ce qui est pas du tout le but. Oui, c'est contre-productif là. Voilà, la tisane elle est très efficace, mais bon, faut bien savoir la faire. Sinon en teinture mère, il y a aucun problème pour utiliser du bouillon blanc. C'est vraiment
une tisane idéale. Vous avez la mauve, vous avez la guimauve, qui sont des plantes intéressantes et qui justement vont être fluidifiantes bronchiques et qui vont favoriser cette expectoration. Vous avez le régime d'épargne pancréatique qui va limiter la production de mucus au niveau des bronches. Vous avez le coquelicot qui est intéressant pour les toux sèches irritatives qui peuvent persister après l'infection parce qu'on a tout l'arbre respiratoire qui était totalement inflammé et là on est sur une toux d'inflammation qui peut être le lit d'installation d'une nouvelle infection, donc c'est important de calmer ça et le coquelicot est vraiment très important. J'aime bien associer le coquelicot et la mauve justement pour ce genre de toux. Il faut savoir que beaucoup de plantes qui calment la toux sont aussi sédatives, donc il faut faire attention quand on en prend un peu trop. Si on les prend le matin et qu'on doit conduire, on peut avoir des problèmes de somnolence au volant. Donc voilà, forcez les doses plutôt le soir et puis prenez des choses plutôt assez légères le matin. D'accord. Pour ces toux d'irritation, est-ce qu'il y a des sprays ou des choses qui seraient intéressantes à ce moment-là? En forme galénique, on est assez pauvre malheureusement, je trouve, phytothérapie. Les sprays qu'on a sont surtout des solutions à mettre dans le nez qui sont là plutôt pour déboucher et donner du confort, ne serait-ce que l'eau de mer par exemple, hein, Oui. très bien. Des sprays à base de souffle. Je pense qu'il faut plutôt agir avec des frictions. Le bon Vicks Vaporub qu'on a tous eu quand on était enfant reste une préparation Ou équivalent, oui. voilà, ou équivalent, mais celle-là tout le monde la connaît, qui entraîne cette décongestion. Il y a aussi les ventouses. Hein, donc on fait plus de ventouses, mais longtemps c'était un acte infirmier remboursé. On ne sait pas pourquoi on l'a déremboursé, peut-être parce que ça coûtait pas assez cher. Mais les ventouses sont extrêmement intéressantes pour décongestionner un poumon congestif. Alors c'est un peu compliqué à faire les ventouses si on n'a pas la culture, mais maintenant on a la chance d'avoir des ventouses en caoutchouc, donc on n'a plus besoin de les chauffer, on risque plus de se brûler et on peut se poser quelques ventouses dans le dos pour décongestionner nos bronches. Parfait. Alors moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années peut-être, j'avais souvent des inflammations au niveau des poumons et on me donnait des synapses rigolos. Ouais. C'était un cataplasme à base de moutarde. Moutarde, oui, tout à fait, qui existe toujours. Est-ce que c'était une bonne idée que je fasse ça? En tout cas, ça me faisait beaucoup de bien. Une très bonne idée. Il y a 2-3 ans, j'ai dû en prescrire à ma maman. Et j'ai eu la surprise de voir que ça existait toujours. Et on tournait un peu en rond et je lui dis, on va refaire comme pour mon grand-père, qui était un insuffisant respiratoire avec bronchite chronique. Et il faisait beaucoup les rigolos. Et moi, ça me faisait rire quand j'étais petit. Oui, moi aussi, ça me faisait rire. Même il y a 20 ans, ça me faisait rire. Comme quand il avait ses ventouses, j'imaginais toujours qu'il avait été avec le capitaine Nemo qui s'était battu avec la grosse pieuvre. Voilà, c'était une souvenir d'enfance. Ouais. Mais c'était des thérapies qui étaient utilisées très facilement. Moi, je fais une friction. Alors, vous savez, je fais une friction avec des huiles essentielles et puis de la moutarde dedans que je fais faire par le pharmacien. Eh bien, depuis quelques années, je ne peux plus la faire faire parce que la moutarde n'est pas un composant inscrit à la pharmacopée et donc le pharmacien n'a plus le droit d'introduire dans une préparation magistrale de la moutarde. Voici le monde dans lequel nous vivons. Oui, c'est comme ça. Donc là, c'est bien ce cataplasme. Le cataplasme d'argile dont on a parlé tout à l'heure, on peut l'imaginer aussi sur les bronches. Alors, je le mets surtout sur le sternum, là, en l'occurrence. D'accord. Toute la ligne du sternum, et je viens poser ce cataplasme d'escargile à ce niveau-là. C'est merveilleux. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là sur la toux? Alors peut-être maintenant on passe un peu plus aux bronches, mais en même temps quand on a fait la toux, on a fait les bronches. Là on a parlé des cataplasmes. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Est-ce qu'il y a des plantes appropriées ou d'autres remèdes? Alors moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur les oligo-éléments. Oui, très bien. Parce que dans cette sphère ORL, on a quand même l'argent qui est quand même très très intéressant. Moi, j'utilise beaucoup les granions. Cette formule galénique m'intéresse beaucoup parce qu'on peut l'avaler par le nez, par exemple. Et donc, on peut avaler une ampoule de granions d'argent par chaque narine quand on est congestionné et inflammé de tout le tractus respiratoire. C'est pas très agréable à faire, mais ça marche. Là, on prend plutôt l'argent parce que sinon, il y a la formule cuivre-argent chez les granions, par exemple. Et il y a le Rinargion aussi, qui est juste de l'argent en spray. Mais là, on est juste sur du spray. Là, avec l'ampoule, on est sur un volume. On va venir tapisser toute la muqueuse en l'avalant par le nez. Ça, c'est très intéressant parce qu'on va créer d'emblée une réaction anti-inflammatoire locale et en plus, on va bloquer toute la pullulation bactérienne à ce niveau-là.
Donc dès que vous commencez à moucher vert, dès que vous avez le nez bouché et mal à la tête, c'est radical. C'est un granion d'argent dans chaque narine. Mes filles, elles savent le faire toutes seules. J'ai plus besoin de leur dire, même si elles ont vachement pesté quand elles étaient petites. Maintenant, ça fait partie du quotidien. Parfois, je suis obligé de leur dire pour qu'elles passent à l'acte parce que c'est toujours un peu désagréable de se mettre quelque chose dans le nez. Mais voilà, ça marche très très bien. À ça, on peut associer par voie orale le cuivre et l'or qui vont être très très intéressants pour accompagner l'argent par rapport à la lutte anti-infectieuse. Et puis donc si on a des problèmes au niveau des amygdales et d'angines, on rajoutera le bismuth. Et ça c'est une ampoule de chaque matin et soir peut suffire pendant la phase. Et si on a une phase aiguë un peu trop importante, on peut faire sur le cuivre et l'or, on peut faire 2 ampoules matin, midi et soir pendant 2 ou 3 jours. Très bien. Voilà. À ça aussi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la thyroïde parce que on n'en a pas parlé du tout. Mais cette thyroïde, elle est souvent très impactée avec le pancréas dans toutes ces pathologies-là et on est lié souvent à des problèmes d'adaptation à la saisonnalité. Y compris là pour la Covid ? Y compris pour la Covid. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais en septembre, on a eu une variation climatique exceptionnelle. On n'a pas eu de chance cette année, parce que non seulement on a la Covid, mais en plus on a eu en septembre, chez nous dans la région, on a eu plus de 15 degrés d'écart en moins de 5 jours. Ah oui, en Suisse aussi. Nous avons eu à La Rochelle, sur l'île d'Oléron, et entre l'île d'Oléron et La Rochelle, une tornade comme on voit aux États-Unis. C'est du jamais vu chez nous. C'est des choses qui n'existent pas chez nous. Et on l'a vu, elle a été filmée, la vraie tornade grise qui fait la trace sur le sol. Voilà, c'est ce choc climatique qu'on a vécu. On est passé du plein été au plein automne en 5 jours. Ah, donc ça, pour le corps, c'est un choc thermique terrible. Là, pour la thyroïde, c'est énorme parce que c'est elle qui va s'adapter à ce changement de temps. Et ces chocs-là entraînent des baisses immunitaires. Et à mon avis, une partie de la seconde vague n'est pas liée au virus, mais elle est liée à la fragilité de la population à cause du fonctionnement de la thyroïde dans l'adaptation saisonnière. Et cette année, on n'a pas eu de chance. En plus de la Covid, on a eu ce choc saisonnier à l'entrée dans l'automne. Donc, moi, je peux vous inviter surtout à soutenir votre thyroïde en mangeant tout simplement un porridge avec des flocons d'avoine le matin. Et c'est très simple à faire. Vous prenez dans une casserole, vous mettez un bol de lait d'avoine, histoire d'optimiser les choses, et vous mettez dedans 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine, et vous faites cuire ça de façon à ce que ça prenne un peu en bouillie. Vous pouvez après y mettre ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre des fruits secs, vous pouvez y mettre des graines, vous pouvez y mettre une cuillère à soupe d'huile une fois que c'est fini d'être cuit, et vous mangez ça le matin. Et ça va vous booster votre thyroïde, et ça va vous booster votre immunité par le biais de la thyroïde, et ça va vous donner une énergie très importante pour pouvoir lutter contre les infections saisonnières. On fait ça pendant 15 jours, 3 semaines, dans les périodes où on se sent un peu fatigué pendant l'hiver. Il faut éviter de faire ça tout le temps, tout l'hiver, parce qu'après, l'organisme s'habitue, il n'a plus cette information de booster. Donc voilà, par épisode comme ça, mais faites-le en ce moment, c'est à mon avis très important. Je précise qu'il y a de l'avoine sans gluten ou avec gluten, donc si on est sans gluten, on peut en trouver évidemment sans. Alors c'est une bonne précision, il faut savoir que l'avoine ne contient pas de gluten, et que le gluten qu'on a avec l'avoine, c'est du gluten de pollution. Pollution au sens noble, mais dans les champs, vous avez des petits mulots, et les petits mulots, ils font leur provision de graines, et donc ils font leur provision de graines de blé ou de choses comme ça. Et puis les petits mulots, ils se font manger par les chouettes, par les hiboux, tout ça. Et donc en fait, ces provisions, elles restent dans un trou, et l'année d'après, elles se mettent à germer, et elles viennent polluer, entre guillemets, le champ d'avoine avec d'autres céréales. Donc lorsque vous avez de l'avoine vendue comme étant sans gluten, c'est que vous avez un homme qui est passé dans les champs et qui a arraché à la main toutes les céréales qui ne sont pas de l'avoine. Et c'est aussi que vous avez des camions et que vous avez des silos qui ne servent qu'à ça et qui ne transportent que de l'avoine. Car effectivement, dans un camion, quand on porte des céréales, on porte n'importe quelle céréale, il peut y avoir des traces d'œufs. On a toujours ça sur les flacons, attention, traces d'œufs. Pourquoi il y a des traces de tel? Tout simplement parce qu'il y a des véhicules ou des silos qui ont stocké. Intéressant. Donc, pour avoir de l'avoine sans gluten, il faut être très strict sur la filière avoine, et c'est pour ça que l'avoine sans gluten coûte cher. Donc, il est destiné essentiellement aux maladies cœliaques.
qui, elles, ne peuvent pas faire l'expérience du gluten dans leur alimentation. Oui, tout à fait. Si vous êtes juste intolérant au gluten, très souvent l'avoine standard est suffisante. Est ok. Très bien. Merci pour ces précisions. Alors, simplement pour respirer plus librement, parler de la Covid, c'est vrai que quand on commence à voir si on a contracté le virus et qu'on commence à peu avoir des difficultés respiratoires, ça peut être assez vite paniquant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer la respiration? Je sais que dans vos livres, vous parlez aussi, et je l'ai utilisé via des naturopathes, la fameuse huile de Harlem, huile de térébenthine médicinale, par exemple. Est-ce que ça, typiquement, on parlait tout à l'heure des cataplasmes, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la respiration, voilà. Alors déjà, si vous avez la Covid et que vous avez des signes respiratoires, il faut consulter un médecin parce que ça peut décompenser très vite. C'est bien le problème de ce virus. Donc n'essayez pas de gérer les choses tout seul dans votre côté. Parfois, les heures sont importantes. D'accord. Ne perdez pas de temps, prenez avis. Voilà. Si après on vous dit mais non, c'est pas trop grave, là vous pouvez faire des choses en plus. Effectivement, l'huile de Harlem est très intéressante. Et dans ce cas-là, faut être à 6 capsules par jour, ce qui est donc une grosse dose. Et vous allez sentir le vieux meuble pendant un certain temps quand même. Oui. La térébenthine, ça passe dans la transpiration, ça passe dans les urines, ça passe dans les selles et la laine. Et la laine. Donc votre entourage sait que vous avez pris de la térébenthine. Mais c'est très important et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous savez pourquoi ça s'appelle l'huile de Harlem? Alors, vous l'avez expliqué dans votre livre, je vais vous laisser rapidement l'expliquer parce qu'on arrive à la fin du podcast, mais c'est très mignon. Donc, en fait, ce sont les Hollandais qui... Voilà, une ville de Hollande. Et les Hollandais, comme vous savez, ils vivent en dessous du niveau de la mer. Et donc, depuis très longtemps, ils sont embêtés par les inondations et par l'eau qui remonte par capillarité. Donc, les Hollandais... beaucoup d'humidité. Voilà, ils ont inventé les moulins qui étaient surtout là pour être, comme c'est un pays où il y a du vent, ils ont mis des moulins qui avaient des pompes, et c'est grâce à ces moulins qui pompaient en permanence le sol qu'ils ont pu assécher les sols. Et comme ils avaient inventé le moulin, enfin comme ils utilisaient beaucoup de moulins, en fait plutôt, ils ont inventé plein d'outils liés à cette force motrice, et en particulier ils ont inventé la scie industrielle. Et donc les Hollandais ont été les premiers à faire des planches de façon industrielle, ce qui explique pourquoi ils avaient une grande flotte pour naviguer, et c'est pour ça qu'ils ont fait le marché des épices. Donc par la Hollande, on a connu en Europe beaucoup les épices. Aujourd'hui, ça nous paraît anecdotique, mais une noix de cad, par exemple, on pouvait vous couper la tête si vous ramassiez cette noix sur un quai d'embarquement. Bref, les Hollandais étant très fortiches sur tout ça, ils étaient confrontés avec leurs marins au même problème que tous les marins du monde, c'est-à-dire qu'ils avaient le scorbut. Parce qu'il portait à l'époque sur plusieurs mois. Oui, il n'avait pas de fruits frais. Voilà. Et donc, en fait, l'huile de térébenthine a les propriétés antiscorbutiques, puisqu'elle apporte de la vitamine C, entre autres. Et donc, comme ils faisaient beaucoup de débit de bois, ils ont eu l'idée d'extraire la térébenthine du bois qui servait à faire des planches et d'en faire un flacon qu'ils donnaient à leurs marins. Et c'est les gens de Harlem qui ont pensé à faire ça. Et donc, à l'origine, l'huile de Harlem se prenait pas en capsule, mais en flacon. Donc, vous imaginez, il fallait quand même être costaud. Oui. Mais grâce à ça, les marins hollandais avaient une puissance physique par rapport à tous les autres marins du monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Hollandais ont été les maîtres du monde à une période. Est-ce que du coup, on peut en faire une petite cure comme ça de temps en temps, à l'intersaison? On se dit, tiens, une petite cure d'huile de Harlem pour l'immunité? Alors, pour l'immunité, pour les rhumatismes, pour les infections urinaires à répétition, pour les gens qui sont fragiles des bronches, c'est très bienvenu. Si vous la digérez bien, c'est très bienvenu. Là, une capsule par jour peut être suffisante sur une période d'une semaine à 3 semaines. Très bien. Pour terminer rapidement, la migraine, on parlait de la Covid, ce qui est souvent aussi, mais d'autres pathologies associées. Quand on a les sinus pris, c'est pareil, souvent on a une migraine. Et là, vous parlez, vous, du radis noir. Oui, on n'a pas parlé du radis noir. C'est bien de me rappeler ça. Le radis noir, c'est la plante de maîtresse par rapport à tous les problèmes de sinusite. Les otites aussi. Et le radis noir, il faut le prendre en grosse quantité à ce moment-là. Donc, alors il y a quand il est frais, vous voulez dire? Quand il est frais, ouais. Mais même quand on le prend en ampoule en suspension aqueuse, on est sur du 6 ampoules par jour. Ah oui, d'accord, en effet. Sur une phase de sinusite aiguë, ça peut permettre d'éviter l'usage d'antibiotiques. Intéressant. En première intention, c'est bien de commencer par ça, et si au bout de 24-48 heures on règle pas les choses, on peut passer à l'antibiothérapie, mais très souvent, on améliore grandement les choses en faisant ça. Le radis noir apporte beaucoup de soufre,
Et le soufre est important pour décongestionner les muqueuses. Vous avez des produits à base de soufre qu'on peut mettre dans le nez. Vous avez Acti-Soufre, par exemple, qui est bien connu de tout le monde, qui est un spray qu'on peut mettre dans le nez. Le radis noir apporte le soufre, mais ce n'est pas que du soufre, c'est du radis noir. Donc il y a tout un tas de propriétés digestives, hépatiques du radis noir qui viennent travailler à la décongestion des sinus. Et c'est en ça qu'il est très très intéressant. Alors, si on en mange régulièrement, c'est bien aussi. Si on en mange régulièrement, c'est bien. Vous trouverez des recettes où on vous dit de couper des lamelles de radis noir et de mettre du sucre candi dessus et de récupérer le jus qui est fait. Ça, c'est une recette traditionnelle que moi j'exclus de ma thérapeutique parce que quand on prend du sucre, on va nourrir les infections, on va fragiliser le travail du pancréas. Donc c'est pour ça que je vous ai pas parlé de sirop tout à l'heure. Pour cette raison-là, donc vaut mieux là, par exemple, utiliser des infusions que des sirops pour la toux. Et par rapport au radis noir, vaut mieux le consommer en tant que légume, le mettre régulièrement dans l'alimentation. Vous pouvez aussi le râper avec des carottes râpées, par exemple, ça passe très bien. Oui, ou de la betterave crue. Voilà, vous pouvez faire un mélange de carottes râpées, de radis noir et de pommes, par exemple, pour adoucir un peu le mélange. Très bien. Voilà, ça passe très très bien. Et avec des noix. Avec des noix, là, on va se donner faim, là. Là, voilà. Donc la betterave est très bienvenue parce que la betterave, elle va aussi avoir un rôle sur l'oxygénation tissulaire. Oui, très bien pour les sportifs, ça aussi. Voilà, très bien, on augmente les vasodilatations et elle a un rôle important sur le foie. Et le pancréas et le foie sont les deux glandes majeures à protéger et à chouchouter quand on a une infection ORL. Parfait. Bon, je sais qu'on a complètement explosé le temps de ce podcast, mais quand même, j'aimerais bien juste que vous donniez la recette, puisque tout à l'heure on parlait de petit déjeuner, de votre salade de fruits magique du matin. Ah oui. Magique, je ne sais pas si elle est magique, mais en attendant, elle est intéressante. Moi, elle m'a semblé magique. Il faut manger des fruits et souvent on mange pas de fruits parce qu'on n'a pas envie de manger une pomme entière, parce que voilà, toutes ces choses-là. On fait faites l'expérience de la salade de fruits. Vous coupez des fruits de saison en gros morceaux. Donc l'hiver, on n'a pas grand-chose en fruits de saison. On a les pommes, les poires, les kiwis, les oranges. Les oranges, voilà. Les agrumes, on va dire. Les agrumes. Vous coupez ça en gros morceaux, vous mettez dans un saladier. Comme vous voulez qui se conserve bien, parce comme on est feignant, on va pas faire ça tous les jours, donc on va essayer de faire quelque chose qui tient 3-4 jours. Vous allez rajouter un antioxydant. Donc le meilleur antioxydant qu'il y a, c'est le jus d'orange, le jus de citron, le jus de mandarine, pressé à la main, que vous rajoutez sur votre salade de fruits. Donc comme vous avez des gros morceaux de fruits, s'il y a oxydation, ça sera qu'à la surface, et grâce à ce jus d'agrumes, il n'y aura pas d'oxydation. Et comme il faut être un peu conservateur, vous allez mettre de la cannelle en poudre. Suffisamment de cannelle pour que ce soit conservateur, et en même temps, ça va donner un goût sympa à votre salade de fruits. Si vous en avez marre de la tristesse des fruits de saison, vous pouvez rajouter à cette base des fruits rouges surgelés qu'on trouve assez facilement. Donc de la myrtille, du cassis, des framboises, des mûres, des fraises. Alors ce sont des fruits surgelés, certes ils ont perdu une partie de leurs vitamines, mais n'empêche ils apportent le pigment rouge qui est important pour booster notre immunité et soutenir nos surrénales. Donc ce petit mélange-là nous fait une salade de fruits très sympa. Et en général, quand vous faites ça, vous la faites pour 3-4 jours, mais en général, si vous avez des enfants à la maison surtout, vous verrez que ça durera pas longtemps. Ça durera pas longtemps. Le grand intérêt, c'est que le matin, on prend une louche, un bol, et on pose ça dans notre bol. Et si on a un réveil difficile, au moins on n'a pas beaucoup à réfléchir et on peut manger notre petite salade de fruits qui va booster nos surrénales et qui va nous permettre de passer un bon hiver. On peut rajouter des petites baies ou des petits fruits secs. Je pense au cassis. Vous l'avez peut-être cité. Je pense aussi aux raisins secs ou des choses comme ça. Alors pas trop de raisins secs parce que le raisin sec apporte beaucoup de glucose, voilà. Mais tous les fruits secs sont bienvenus, bien sûr, de qualité bio, essentiel, parce que là on est sur des concentrés de choses, et quand il y a des saloperies, c'est des concentrés de saloperies. Donc vraiment là sur du produit bio. On peut rajouter aussi des fruits secs à coque. L'hiver on a besoin de noix, on a besoin de noix du Brésil, on a besoin d'amandes, on a besoin de toutes ces choses-là, de noix de cajou. À intégrer facilement, et vous pouvez faire votre petit déjeuner avec une salade de fruits et un porridge de flocons d'avoine.
Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet et suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site iempi.fr. Et bien entendu, retrouvez tous vos livres, les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre Vivante ou encore Soigner au naturel, les mots de l'automne et se soigner au naturel toute l'année. Découvrez en avant-première les thèmes du podcast Métamorphose, ma santé au naturel sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre les épisodes des séries gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.